bloquer. Comment? On peut pas être bloqué. Hein? On peut pas être bloqué. Il est bloqué. Tu ne vas pas recevoir rien de l'histoire, même pas l'appeler. Ça, il a un problème. Ça, il a un problème. Il doit continuer ton ami. On a fait là pour mettre dans le
Voilà pourquoi je mets qu'un seul gant. Quand t'as les mains sèches comme moi, la prise en main elle est plus facile avec un gant. Alors celui-là on avait reçu donc l'écran. Tu vois, ils mettent déjà l'adhésif sur les écrans d'origine. Ouais, mais il n'y a pas... Je dois retirer moi-même le haut-parleur. C'est pas grave. Oula. C'est pas assez. En plus, je vais avoir besoin de ça. Alors pourquoi en fait tu dirais que ces mythes persistent autant? Je pense que la première raison est de notre faute. C'est qu'on ne sait pas comment ça marche. C'est vraiment tout simple. Là, en venant, Le cerveau. le cerveau, ouais, on ne sait pas comment ça marche. Donc c'est difficile d'aller corriger tant qu'on n'a pas une autre réponse satisfaisante. Là, en venant dans le métro, parfois je vais voir s'il y a de nouveaux avis sur Normania qui sont sortis. Je fais une sorte de tour, est-ce qu'il y a sur la FNAC, etc. Et je vais parfois sur Amazon, même si je vous demande d'acheter le livre d'ailleurs. Et sur Amazon, en général,
j'ai de l'AC pour la vie. Et là, je vois qu'il y a la vie, genre une étoile. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vais lire la vie. J'ai aucun problème à avoir de mauvais avis. Hein. Mais la vie, c'était, bon, Monkeberg, dans son livre, nous explique que ouais, le localitionnisme, c'est pas vrai, machin. Mais il propose rien d'autre. Il dit, bah, en fait, mais je n'ai rien d'autre à vous proposer. Et si je posais être une mauvaise critique, moi je la prends bien, quoi. Parce qu'en fait, c'est un peu ça. Ça veut dire, j'ai bien, la personne est frustrée et je le comprends. Mais c'est un peu ça ce que je voulais dire. C'est-à-dire, le but du livre, c'est de dire, on ne sait pas. Et c'est pas grave. Et c'est comme ça que ça marche. Mais en attendant, c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on peut pas savoir ce qu'il faut. Ouais. Je sais pas, ma voiture tombe en panne, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, mais je sais que si je mets du coca à la place de l'essence, ça va pas la réparer. Je sais que si je prends le volant et je le tourne 90 degrés à gauche puis 90 degrés à droite, ça va pas la réparer non plus. Voilà. Et donc, je pense qu'une des premières raisons, c'est qu'on n'a pas la bonne réponse. Et donc, beaucoup de personnes vont dire, bah, tu critiques, mais qu'est-ce que tu as à proposer? La deuxième, c'est que parfois, ces modèles font écho à une sorte de ressenti subjectif de la personne, c'est-à-dire, ou bien sont renforcés par un découpage sociétal, c'est-à-dire, quand on parle par exemple du cerveau gauche, du cerveau droit, créatif, analytique, ben, on va se dire c'est pas si déconnant, parce que l'école est organisée en matière scientifique, matière littéraire, les sciences sont organisées en sciences dures et sciences molles. C'est vrai que les artistes en 2024 sont pas hyper férus de statistiques, c'est vrai que les statisticiens sont pas hyper férus de poésie et d'alexandrin. Et donc, pourquoi pas, biologiquement, ce serait pas une sorte de miroir de ce qu'on est en train de voir. Et ça, c'est un énorme biais, c'est qu'on est en train de regarder On post-rationalise, on justifie. On post-rationalise une organisation sociétale qui est encore une fois hyper récente, c'est-à-dire ce découpage en les arts et les sciences, par exemple, est très récent. Et d'ailleurs, moi, par exemple, je fais une sciences universitaires. Oh là là. Ma faculté, c'était la faculté des arts et des sciences, parce que c'est hérité d'un modèle du 19e siècle où les arts et les sciences sont encore considérés comme beaucoup plus proches que, par exemple, l'ingénierie ou la médecine. Donc, il y a la faculté de médecine, la faculté de engineering, la faculté de business et la faculté des arts et des sciences. Donc, les gens en business sont éloignés des arts et des sciences. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce côté où ça fait écho à un truc de intuitivement, ça a l'air de tenir la route. Mais les 10%, c'est juste flatteur. J'ai des capacités. Oui, puis c'est difficile de remettre des choses qu'on a entendues depuis petit ou qui ont des croyances qui ont été fondatrices dans notre personnalité parce que justement un jour on nous a dit ah bah t'as des cerveaux droits. Voilà. Si on dit non, en fait ça n'existe pas. La patte artistique, etc. Voilà. Comment est-ce que ces différents mythes ont influencé justement certaines de nos structures sociétales ou dans le monde de l'entreprise où il y a aussi tu vois, des tests auxquels, quand on a passé quelques années en entreprise, on a tous fait des tests de personnalité. Voilà, ou même sur des problématiques que je ferai beaucoup dans le podcast, sur les enjeux de société ou les enjeux écologiques. Tu vois, moi, j'avais reçu Sébastien Boller qui là-dessus, très sympathique, mais qui a une thèse un petit peu justement sur cette guerre entre différentes parties de notre cerveau. Voilà. Qu'est-ce qui est fondamental de comprendre là-dessus sur ce que ça... Je pense que le fil d'Ariane un peu de ces différents, parce qu'il y a quand même un fil qui le lie, c'est l'individualisme. C'est-à-dire qu'on va ramener des problématiques qui sont rarement personnelles à une dimension purement personnelle. Le réchauffement climatique, Brexit, les lobbies, les intérêts politiques, etc., ça devient le striatum de l'individu qui ne peut pas résister à la gratification instantanée. En entreprise, exit les conditions de travail, la rémunération, la sécurité psychologique, la présence potentielle, etc. Ça devient une question de la personnalité du salarié. En médecine, puisque le livre il a trait de l'entreprise, donc la médecine et la politique, en médecine, exit une relation pourrie, une hygiène de vie, une qualité de vie qui est très mauvaise, une précarité, et c'est la faute d'un déséquilibre chimique de la sérotonine qui fait que la personne est déprimée. Exit les algorithmes, l'architecture du choix, Elon Musk qui fait n'importe quoi, c'est la faute à la dopamine qui fait que les gens restent sur les réseaux sociaux. Donc il y a comme tout le temps une sorte de réductionnisme à l'individu des problématiques indépendamment de si c'est la meilleure
c'est le meilleur niveau explicatif. Moi, ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est qu'on fait partie de ce qu'on appelle des systèmes complexes. Dans les systèmes complexes, il y a tout le temps cette notion de bon niveau explicatif. Selon ce qu'on est en train d'essayer d'étudier, on peut expliquer un même phénomène à différents niveaux explicatifs. Par exemple, je tombe amoureux, je peux expliquer ça au niveau explicatif, à un niveau explicatif moléculaire, chimique. Si je ne sais pas comment faire, mais théoriquement on pourrait le faire. Je peux l'expliquer au niveau donc, biologique, chimique, je peux l'expliquer au niveau neuronal, je peux l'expliquer au niveau cérébral, je peux aussi l'expliquer au niveau psychologique, qu'est-ce que la personne ressent, physiologique, comment son cœur s'accélère, interpersonnel, comment est-ce que les deux personnes sont en train de regarder les yeux dans les yeux, culturel, est-ce que sont épais ou est-ce que Chauffer ça. Et pour chaque sujet, il faut trouver quel est le bon niveau explicatif. Parfois, un niveau explicatif peut être utile. Quelqu'un a une maladie d'Alzheimer, c'est important de regarder son cerveau, il a une maladie neurodégénérative. Parfois, le niveau organismique n'est pas le bon. Quelqu'un fait un burn-out parce que des années, il bosse comme il s'entend aucun si quelqu'un, l'exemple que je donne dans le livre, c'est comme si tu prends une batte de baseball, tu exploses le genou de quelqu'un et tu veux comprendre qu'en étudiant le genou, il s'est pété parce que quelqu'un l'a fait foutu une batte de baseball dessus. Et donc, avant qu'on veuille tout réduire à l'individu, assurons-nous de si c'est le bon niveau explicatif. Je ne suis pas en train de dire que le niveau individuel n'est jamais le bon. Je suis en train de dire qu'il y a une tendance de tout ramener au niveau individuel, alors que plein de fois, dans plein de cas que j'expose dans le livre, ce n'est pas le bon. Oui, et tu as énormément de discours autour du cerveau qui sert à corroborer ça en fait. Exactement. Ça se passe dans le le cerveau cerveau. vers le neuroscientifique pour justifier une idéologie individuelle. Cette idée que on a une liberté, que quand on veut, on peut. On va faire un petit peu d'histoire pour comprendre en fait comment on est arrivé à construire ça et comment l'histoire de la recherche cette vision actuelle, tu vois, l'approche cartésienne ou l'approche réductionniste, la question des disciplines pour pouvoir comment elle évolue sur certaines certitudes qu'on est en train de construire. Quelque chose de très important pour moi, le premier chapitre, c'est un récap historique de comment est-ce qu'on est arrivé là. Parce que, comme tu dis, pourquoi cerveau gauche, cerveau droit, pourquoi le localitionnisme, pourquoi tout ça. Et il y a des raisons historiques. Voilà, maintenant qu'elle est bien chaude, Scientifique on va venir apposer l'adhésif. Il est bien ramolli. Hein. impulsion réductionniste. C'est quoi le réductionnisme? C'est quelque chose qui a été fait. Faut essayer au maximum de ne pas le retirer celui-là. Faire des progrès comme jamais dans l'histoire, donc c'est pas du tout une sorte de critique du réductionnisme, comme ça il ne faut jamais être réductionniste, mais qui consiste à étudier des petites parties d'un système pour comprendre son fonctionnement. Tu veux comprendre comment fonctionne une Voilà. là tu la démontes, tu vois, ah là il y a ça qui s'occupe de ça, ce bouton il ouvre l'objectif, ce bouton il fait ci, ce truc, tu peux mettre le film dedans, si tu veux, à pellicule, etc. Profitez pour le mettre en charge. Tiens. Pourquoi ne pas appliquer cette même méthode issue de tes cas, de l'écoute, et on étudie bout à bout, qu'est-ce que ça fait. Et donc on a appliqué ça au cerveau et ça a très très bien marché. Ça nous a permis de comprendre comment fonctionnent les neurones, comment fonctionnent les synapses, c'est quoi cette méthode. Ça nous a permis vraiment d'avancer. Le problème c'est que, on va dire sur les 20, 30, 40 dernières années, on est dans une certaine impasse. On avance sur des choses qui peuvent être communes. Donc, c'est sur un rare, par exemple. Sur la nutrition, on a mis 20, 30, 40 milliards de dollars. Sur les 25, 30 dernières années, on a récupéré. C'est quoi déjà comme modèle ça? Que jamais. Ça a donné. Ah, 55. L'approche réductionniste est en train de s'essouffler. Face à un organe qui semble être complexe et surtout un organe qui est dépendant du contexte. On est en train de réaliser que quand on enlève le cerveau, le dégoût, on ne sait pas comment remettre tout à fait parce qu'il y a des choses. Par exemple, il y a une problématique qu'on essaie de trouver. Il y a certains systèmes où la somme des parts est supérieure aux parts collées bout à bout. C'est pas un truc juste sur le cerveau, etc. On peut prendre l'exemple de l'exemple DH, c'est une propriété émergente. Une voiture, ou en étudiant le moteur.
voiture. Tu as besoin d'avoir plusieurs voitures pour pouvoir comprendre comment se forme un embouteillage par définition. C'est une propriété émergente. La chenille, le papillon, La chenille, le papillon qui émerge, qui émerge là.